Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale où l'actualité domine. Et l'actualité, c'est la visite d'amitié et de travail du président français Emmanuel Macron en Algérie. Une visite qui s'étale sur 3 jours et qui a déjà commencé hier. Il s'agit de sa première visite en Algérie depuis sa réélection pour un second mandat en mai dernier. Macron en Algérie, une visite intervenant dans un contexte mondial de grandes tensions et de crise en Ukraine, dont les répercussions directes commencent à prendre forme. Inflation, crise énergétique, céréalière et monétaire, autant de facteurs qui bouleversent la donne économique mondiale et mettent des pays producteurs de gaz et de pétrole comme l'Algérie en pole position, ou si vous le souhaitez, au devant de la scène. Ceci soulève plusieurs questionnements. Quelles sont les attentes des uns et des autres de cette visite et quel modèle de partenariat offre la France à l'Algérie pour construire un partenariat basé sur l'égalité et le profit partagé, longtemps prôné par l'Algérie. Sans oublier, bien entendu, le dossier ô combien épineux et lourd de la mémoire. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons avec nous une sélection d'intervenants et d'experts. Et pour commencer, nous allons donc dire bonjour ou bonsoir à Monsieur Gamal Abina, expert en questions internationales. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Gamal, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Nazim Sini, enseignant en économie à l'université de Aix-Marseille 1. Monsieur Sini, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Et nous rejoint par téléphone Monsieur Riyad Sidawi, directeur du CARAP, Centre arabe de recherche et d'analyse politique à Genève. Monsieur Riyad Sidawi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et pour donc entretenir ce débat, nous avons ici présent sur le plateau Kherdine Batache, journaliste avec nous à la rédaction française de Al24 News. Bonsoir Leïla. Kherdine. Donc nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Et le sujet, c'est la visite, je dirais, du président français Emmanuel Macron en Algérie. Une visite qui en dit long, sur lesquelles plusieurs lectures peuvent se forger. Une visite qui est la première également depuis sa réélection à un second mandat présidentiel. Quelle lecture peut-on en faire? Et que dire du choix du timing, Monsieur Sidawi, pour commencer avec vous? Je pense que je dois poser la question, cette fois-ci, qui a besoin de qui? L'Algérie a besoin de la France ou la France a besoin de l'Algérie? La réponse, je pense, elle est claire. Aujourd'hui, c'est la France qui a besoin de l'Algérie. La France qui traverse une crise économique d'ordre structurel assez grave même. Aujourd'hui, la France n'est plus le premier partenaire de l'Algérie, mais le premier partenaire, c'est la Chine. La Chine qui exporte à l'Algérie environ 16,5%, alors la France ne représente que 7,17%. D'ailleurs, c'est presque comme le Brésil, 6,51%, ou l'Argentine, 6,44%, ou l'Italie, 5,83%. Donc, je résume, la France a besoin, au plan économique, de l'Algérie, a besoin du gaz, a besoin de pétrole, a besoin de renouveler des contrats, sollicite l'Algérie aujourd'hui qui est dans une position très très confortable. On voit que pas uniquement la France, plusieurs présidents occidentaux européens qui sont en train de venir en Algérie. Je parle de l'Italie, l'Allemagne, aujourd'hui la France et d'autres. Pourquoi? Parce que l'Algérie est dans une position économique très très confortable, très forte, et la France sollicite, la France cherche, la France a besoin de l'Algérie. Oui, très bien, Monsieur Sidawi. Je pense que le message est passé. Monsieur Gamal Abina, je vous repose la même question aujourd'hui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le contexte géopolitique et économique finalement donne des priorités, comme le disait tout à l'heure ou à l'instant même Monsieur Sidawi? Oui, tout à fait. J'ai envie de dire, j'ai fait un petit jeu de mots il n'y a pas longtemps.
Je disais qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre la France et la Russie et qu'il y a du gaz dans l'air entre la France et l'Algérie. Pourquoi ? Parce que lorsque M. Macron dit qu'il va en Algérie pour une visite qui n'est même pas d'ailleurs officielle, c'est une visite effectivement qui a été faite de façon très très forte en vérité. Il a emmené beaucoup de monde avec lui, des gens du spectacle, les affaires, du sécuritaire, le ministre de l'Intérieur. On se demande bien ce qu'il fait en Algérie pour y aller. Tout cela pour dire qu'il y vient avec beaucoup de symboles, mais qu'en vérité, c'est vrai, la France aujourd'hui, qui importe 8% de gaz algérien et qui a 17% de dépendance au gaz russe, cherche à diversifier ses approvisionnements. La guerre en Ukraine est un élément moteur qui l'a poussé sans doute à venir. Le recul de la France en matière de partenariat économique, à sens unique d'ailleurs, parce que les Algériens ne font que vendre des hydrocarbures, les Français vendent des produits manufacturés. Le recul est constaté. Deuxième position, après la Chine, ce qui en dit long. C'est pas vraiment un partenariat, c'est plutôt un rapport de commerçants qu'on a entre la France et l'Algérie, puisque c'est surtout nous qui achetons. Et la question qui se pose, c'est pourquoi il vient. Il vient pour des questions de pétrole et de gaz, évidemment, particulièrement du gaz aujourd'hui, parce qu'il vaut très cher. Il y vient parce qu'il a besoin d'un partenariat stratégique pour montrer que, vu le recul de la France observé dans la région du Sahel, eh bien, il lui faut un partenaire qui garantisse quand même au moins la sécurité dans la région. C'est un vœu pieux qu'il a souvent relancé, qu'il a souvent évoqué. Il lui faut un geste fort, mais il ne peut pas le faire, il n'arrive pas à le faire, on pourra en parler juste après si vous voulez bien. Et il y va avec une délégation de franco-algériens pour montrer qu'effectivement la France a su produire ou a su se laisser produire des gens de qualité. Alors ça, on le savait déjà, il n'y a pas de nouveauté à l'horizon, mais c'est vrai que le rapport franco-algérien est un rapport aujourd'hui inversé. À l'époque, c'était l'Algérie qui sortait d'une colonisation violente, qui était exsangue, qui avait besoin d'envoyer des ouvriers en France pour pouvoir apporter un petit peu de devises au pays et faire en sorte de le reconstruire. Aujourd'hui, la question est inversée. La France est un pays vieillissant, un pays qui est en perte de vitesse sur le plan économique, sur le plan géostratégique, sur le plan culturel même. Il a beaucoup évoqué la culture, M. Macron. Mais c'est un pays qui a effectivement besoin de renouer des partenariats avec son ancienne sphère d'influence africaine. Alors, on parle beaucoup de France-Afrique, mais là, en substance, c'est pas de la France-Afrique, puisque l'Algérie, clairement, est largement indépendante de la France à tout point de vue. Hein. Oui. C'est un rapport de partenariat qui voudrait nouer en oubliant l'essentiel. On va en parler juste après, si vous voulez aussi. La question mémorielle. C'est-à-dire qu'il fait des rondes jambes pour ne pas en parler. Il vous parle de tout un tas d'historiens qui viendraient vérifier ce qui s'est passé, l'ouverture des archives. Il vous explique tout un tas de circonvolutions intellectuelles pour ne pas dire la vérité. Il ne veut pas dire pardon à l'Algérie. Il ne veut pas que la France dise pardon. Il le dit tellement mal qu'il a osé dire qu'il n'était même pas né à cette période-là et que donc il n'y avait pas nécessité que lui-même, à titre personnel, demande pardon. Mais c'est pas ce qui est demandé. C'est l'État français dans l'institution État France et non pas le peuple de France. L'État France qui doit demander pardon parce que comme De Gaulle et Adenauer a eu le courage et la fierté de demander pardon aux Français, de demander pardon aux Israéliens, puisque c'est eux qui ont été visités à l'époque, et ça a pu remettre dans le concert des nations l'Allemagne. Et bien là, c'est la France qui doit revenir dans le concert des nations africaines et qui doit demander pardon d'abord à l'Algérie, et puis tous les crimes coloniaux qui vont à la suite de cela, parce qu'il y a aussi beaucoup de crimes commis en Afrique. Monsieur Macron n'a pas ce courage-là, et c'est dommage en vérité, parce que qu'est-ce que ça lui coûterait ? Si ce n'est peut-être que l'extrême droite, qui est dans son rôle, et la droite, qui est plus grand-chose, lui reproche cela. Mais aux yeux et au regard de l'histoire, il en sortirait grandi. Et malheureusement, il n'a pas ce courage. Oui, très bien, Monsieur Gamal Abina, je me tourne vers vous, donc Kherdine Batache. Il faut dire aussi que ce dossier de la mémoire est très lourd et très chargé. D'ailleurs, nous allons y revenir, n'est-ce pas, Monsieur Gamal Abina? Mais il y a aussi le volet économique. Depuis plusieurs années, l'Algérie reproche à la France et à ses entreprises, d'ailleurs, de suivre une certaine logique purement mercantile et dans sa relation avec le marché algérien. Qu'en pensez-vous, Kherdine? Exactement. La France a eu pour mauvaise habitude durant de longues années de penser que le marché algérien lui était promis de fait, ainsi qu'à ses entreprises. C'est une logique, bien évidemment, dans la logique de l'économie complètement fausse et qui n'a pas d'avenir, que ce soit avec l'Algérie ou avec tout autre pays. Nous avons également vu beaucoup de pays africains qui se disent d'une manière ou d'une autre plus dépendants de la France et qui veulent changer justement de logique économique bilatérale avec la France. L'Algérie est dans cette optique-là, elle l'a bien exprimé justement, elle ne veut plus avoir cette relation, elle ne l'a jamais eue. C'est la France qui a eu cette relation avec l'Algérie, une relation de marché. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que les entreprises françaises ne sont jamais enclines à en faire
davantage pour créer de la richesse économique, pour créer des emplois, pour créer ce qu'on appelle de la valeur ajoutée en matière d'économie en Algérie. Elle préfère avoir des marchés, elle préfère être dans une position plutôt favorite par rapport à ses concurrents. Peut-être que c'était le cas pour certaines entreprises dans le passé. J'aimerais bien rappeler que ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est un logiciel qui est révolu, c'est un logiciel qui est dépassé actuellement. Alger ne veut plus entendre parler de cette relation de travail entre les entreprises françaises d'une part et les entreprises algériennes d'une part, mais également le gouvernement français d'une part et le gouvernement algérien d'une part. Et il est temps peut-être que la France l'entende de cette oreille, tout simplement. Oui, alors est-ce que vous partagez le point de vue de Khaireddine Battache, Monsieur Sini ? Vous qui êtes jeune et qui êtes également ce qu'on appellerait une élite en France aujourd'hui, une élite algérienne, est-ce que vous partagez justement ce point de vue ? Oui, totalement, totalement. Et j'allais juste rajouter, vous savez, aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme total. Et même dire, vous savez, quand vous êtes un pays qui aspire à s'internationaliser comme l'Algérie, eh ben, vous avez le droit de rechercher d'autres fournisseurs, d'autres partenaires commerciaux. Le monde ne tourne pas autour des entreprises françaises. Et lorsque vous êtes du côté français, quand vous allez vous implanter dans un pays hôte comme l'Algérie, avec toutes ses richesses humaines, richesses minières, ben, vous devez respecter ce pays et le considérer. Et on a eu le sentiment, effectivement, par le passé, que les entreprises françaises arrivaient en Algérie presque en terrain conquis. On peut donner une explication sur le fait qu'il y avait certaines largesses qui étaient octroyées par le passé, évidemment, à ces entreprises-là, à qui on déroulait tout simplement le tapis rouge. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les Algériens, le gouvernement algérien souhaitent renouer des partenariats sur une forme de réciprocité, de respect mutuel et surtout ce qu'on appelle le fameux partenariat win-win où l'économie algérienne s'en trouve grandie et aussi qu'elle puisse tirer profit elle aussi de ce rapport économique. Donc c'est pour ça que je partage complètement l'avis de Monsieur Battache et j'allais rajouter une chose, vous savez aujourd'hui le monde est vaste. Et l'Algérie a de vrais atouts à faire valoir, donc elle est en position de force, surtout dans un contexte géopolitique extrêmement tendu. Mais au-delà des aspects de gaz et des aspects, j'allais dire, de matières premières, aujourd'hui, il faut savoir que l'Algérie a des fondamentaux économiques extrêmement intéressants, voire même exceptionnels dans la région. Vous avez des infrastructures vraiment de qualité, vous avez aussi un coût de matières premières, qui est, notamment le mètre cube de gaz, qui est un des plus compétitifs en Afrique. Vous avez aussi un coût de main-d'œuvre qui est extrêmement attractif et puis un environnement des affaires qui a été complètement chamboulé. Donc on est sur une autre vision de l'économie de marché et c'est pour ça que je pense que l'Algérie doit absolument aplanir et revoir l'ensemble de ses rapports commerciaux et économiques avec la France. Donc j'allais dire, pour résumer en somme, c'est soit on respecte les nouvelles règles du jeu ou sinon, écoutez, on incite les entreprises françaises à investir ailleurs. Oui, absolument. L'Algérie a adopté depuis quelque temps quand même une politique extérieure bien définie sur le plan économique et politique, basée, comme vous le disiez, comme le disent aussi tous nos invités, sur un partenariat d'égalité. C'est un petit peu le but recherché par l'Algérie, ou ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant, et de profit partagé, pourquoi pas. Les iniquités donc partenariales ne font plus partie des prérogatives ou des aspirations de l'État algérien, et ce depuis longtemps. Alors voyez-vous, avec en plus les bouleversements économiques en ce moment et les crises dans lesquelles que vit le monde actuel, Monsieur Sidaoui, il y a de quoi revoir un petit peu tous ces calendes. Qu'est-ce que vous en pensez plutôt, Monsieur Sidaoui? Moi, je pense que tout d'abord, paradoxalement, j'ai regardé la conférence de presse de Monsieur Macron. Oui. Il parlait plus des questions culturelles, d'ordre culturel, qu'il ne parle pas de l'économie, il parlait de l'Ukraine, du climat, du cinéma, de l'histoire, de la philosophie de l'histoire. Mais il évite de dire, franchement, je suis là, je cherche des contrats, je suis ici, je cherche la place de la France en Algérie, qui a une économie très très prospère actuellement, et il évite. Nous savons bien que Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune a dit dans un entretien que l'Algérie réfléchit sérieusement à s'adhérer aux BRICS, les pays des BRICS, donc à côté du Brésil, Russie, Inde, Chine et Sud-Afrique,
Et ça, c'est une nouveauté, évidemment. Ça bouleverse Macron, ça bouleverse la France, que l'Algérie a une souveraineté politique, une souveraineté militaire, puisque l'armée nationale populaire algérienne s'arme de la Russie, qui a arrêté l'Union soviétique, et de la Chine, et aussi au plan économique, on quitte la France, on quitte l'Union européenne progressivement en cherchant les intérêts algériens, parce que chacun cherche ses propres intérêts. C'est pour cette raison j'ai vu ce paradoxe. Il parlait que de la culture et des questions culturelles, mais il ne veut pas dire la vraie cause de sa présence en Algérie, je veux dire l'économie. Oui, très bien. Je crois que même s'il ne le dit pas, les choses se sont fait ressentir. Monsieur Gamal Abina, vous savez que lorsqu'il s'agit des relations algéro-françaises, il y a toujours beaucoup de points délicats, de sensibilité, il est vrai. Mais que pensez-vous du timing de cette visite donc du président français en Algérie? Ça sent la précipitation. On n'est pas dans une visite qui était planifiée. Il rate un véritable rendez-vous avec l'histoire parce que 60 ans après, il aurait dû être présent, par exemple, pour les commémorations. Il n'a pas été présent. Et j'ai envie de dire une chose, il y a une sortie qui vient d'être faite par M. Macron, qui vient effectivement pour essayer de repositionner la France en Algérie sur le plan économique, qui nous parle de cinéma, de culture, de sport, de start-up, des choses marginales qui ne sont pas de l'investissement sérieux, qui ne parle pas des fautes de Renault, par exemple, qui n'a pas produit de véhicules sur place, mais juste de l'assemblage avec du matériel fabriqué en France. Donc ça, on parle bien des sous-traitants qui n'ont jamais été faits. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion à la ville de Paris une fois de m'entretenir en public avec un des responsables de Renault et qui m'avait opposé par rapport à la sous-traitance qu'il fallait du temps pour fabriquer des véhicules et qu'il a fallu un siècle à la France. Et je lui ai répondu qu'il faut 6 mois pour installer des sous-traitants sur un territoire à partir du moment où vous avez les fonciers industriels et la main-d'œuvre. Donc c'est un mensonge. Ils ne veulent pas que l'Algérie ait une autonomie de ce point de vue-là et ils veulent continuer à vendre des produits manufacturés par la France. Ça rapporte plus qu'évidemment des produits primaires comme le gaz, pétrole, fer qu'on est en train de développer. Oui. Donc la question, c'est au niveau calendaire, il a fait une grosse faute là récemment. Il vient de dire un truc assez extraordinaire. Vous allez apprécier le propos. Il parle d'une histoire d'amour qui a sa part du tragique. J'ignorais, dans le vocabulaire moderne, que le viol d'un territoire pouvait être une histoire d'amour avec une part de tragique. Non, il n'y a pas d'histoire d'amour entre la France et l'Algérie. Il y a une agression qui a duré 132 ans et qui s'est soldée par un massacre à grande échelle. Et le problème de M. Macron, il oppose d'un côté ce qu'il appelle la fierté, donc la fierté nationale de l'extrême droite française, qui fait le là aujourd'hui, à la repentance qu'on ne lui réclame pas, mais simplement des excuses d'État dûment présentées pour que la relation franco-algérienne soit relancée. Et quelle relation ? Pas cette relation de boutiquiers qui vendent des produits manufacturés chez eux et nous récupèrent à chaque fois la devise. Non, c'est pas ça dont on parle. On parle d'une relation qui était d'ailleurs initiée sous Hollande avec une idée assez ingénieuse qu'on appelait la colocalisation, c'est-à-dire la production sur le plan régional, parce que c'est deux grands pays, l'Afrique de la Méditerranée, l'Algérie et la France, on est de grandes puissances méditerranéennes, il ne faut pas chercher ailleurs. Eh bien, si on colocalisait, si on coproduisait des produits qu'on pourrait vendre en Europe et en Afrique, on aurait une dynamique économique extraordinaire, sachant que nous avons 5 à 6 millions d'Algériens en France, donc autant d'ambassadeurs pour l'Algérie, et surtout parce que les points communs entre la France et l'Algérie, sur un plan culturel, historique, sur le plan de la relation directe et indirecte, sur tout un tas de plans, et économique évidemment, sont facilités. Je prends un exemple simple, très court, que j'avais à l'époque proposé à François Hollande, et on avait rédigé ça avec Sami Boumendjel, le fils de Ali Boumendjel. J'avais dit simplement qu'il fallait faire comme les Allemands. Les Allemands se sont apaisés avec le bloc de l'Est, avec la partie polonaise, la partie hongroise, les pays qu'ils avaient quand même annexés ou détruits, et aujourd'hui ils produisent avec ces pays qui sont des pays qu'ils avaient colonisés. Faut jamais l'oublier, ça a duré 4 ans. Eh bien la France pourrait faire de même avec l'Algérie en colocalisation, avec un rapport win-win, effectivement, un rapport gagnant sur le plan méditerranéen, parce que le Mare Nostrum, cette mer commune, peut être une richesse extraordinaire dès lors qu'il n'y a plus ce rapport de mépris de classe, de mépris de genre et de mépris de race, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de racistes dans l'histoire qui considèrent qu'on doit rester en dessous d'eux. Eh bien, la question qui se pose, c'est pourquoi M. Macron, qui est un homme jeune, c'est pas un vieillard, qui est un homme qui n'a effectivement pas connu la guerre et qui nous l'oppose régulièrement, ne prend pas ce courage, comme Chirac l'a fait en 98 par rapport au Veldiv en dénonçant Vichy qui était la France. Macron doit dénoncer la France coloniale qui était la France pour dire on demande pardon et à partir de là tout est ouvert. C'est cela qu'on doit obtenir. Pas les réparations financières, c'est pas utile, la France est pauvre aujourd'hui, mais qu'il demande pardon tout simplement. Oui, alors c'est vous qui me tendez la perche, M. Gamal Abina. Est-ce que vous pensez qu'un pardon est suffisant au fait ? Aujourd'hui, vu le rapport de force, c'est un peu comme la Libye avec l'Italie malheureusement. Bon, on a vu ce qui s'est passé par la suite. La Libye
a dit à l'Italie, vous demandez pardon et tout est possible. L'Italie a demandé pardon et a investi en Libye. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la transformation de l'essai, c'est pas de réparer financièrement. D'abord, ça fait 60 ans et la plupart des martyrs sont morts. Il faut pas oublier quand même en Algérie, c'est pas rien. On a assassiné un tiers de la population en rentrant sur le territoire et on a assassiné 10% de la population en en sortant. Donc ça, c'est pas pardonnable. C'est un crime vraiment qui a une proportion abyssale. C'est-à-dire que si M. Macron et la France ne demandent pas pardon, c'est parce qu'ils se rendent bien compte de la barbarie qui a duré 132 ans. Donc effectivement, oui, il faut demander pardon. Il faut pas demander de l'argent parce qu'on n'est pas des mendiants. D'abord, il y a un petit peu de fierté, le NIF algérien, mais surtout, la France, si elle demande pardon, elle peut travailler en collaboration parce que les Algériens, une fois qu'elle leur a dit pardon, on n'a plus de raison de réellement demander autre chose. Qu'est-ce qu'on a demandé aux Français ? Un pardon apaiserait beaucoup de blessures et ce serait le début peut-être d'une nouvelle ère. D'ailleurs, Absolument. à ce propos de la question mémorielle, nous allons donc écouter ce sujet signé Souad Ben Batouche et on revient pour terminer et poursuivre le débat. Exorciser le douloureux passé pour aller vers un avenir meilleur, Alger entend bien mener les choses dans ce sens. Et pour ce faire, l'assainissement du dossier de la mémoire est primordial. Pour l'Algérie, la question doit être traitée avec sérieux et sobriété pour que les deux pays puissent faire un bond qualitatif vers un avenir meilleur. Sur la question mémorielle, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, certaines avancées ont été enregistrées, comme la récupération d'une partie des restes mortuaires des martyrs de la révolution algérienne ou encore la restitution des archives communes. Tout a commencé quand Macron, alors candidat à la présidentielle en 2017, avait surpris plus d'un en déclarant depuis Alger que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ce même Macron à l'origine du froid avec Alger, après ses interrogations en septembre 2021 sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation, pour ensuite faire part de ses regrets devant la polémique engendrée par ses déclarations. Bon an, mal an, Paris évoque toutefois un regard vers un avenir commun, mais Alger, lucide, souhaite le bâtir sur de bonnes bases. Tourner la page passe aussi par le règlement des dossiers des disparus de la guerre de libération algérienne, la récupération des archives, les explosions nucléaires et les indemnisations des victimes, mais aussi par la récupération du patrimoine culturel algérien pillé à l'époque coloniale. Voilà donc c'était un sujet signé Souad Ben Batouche, un sujet assez lourd, un sujet assez chargé. Je pense que c'est un petit peu le talon d'Achille dans la relation franco-algérienne. Hélas, j'allais dire, le dossier mémoriel reste un dossier toujours aussi vivant, aussi vivace. Monsieur Sidaoui, le discours du président lorsque donc il est intervenu, le président Macron aujourd'hui ou hier donc à Alger, il a parlé d'oublier le passé, de regarder vers l'avenir. Pensez-vous qu'on puisse regarder vers l'avenir en étant amnésique, Monsieur Sidaoui? Non, bien sûr. On peut pas oublier le passé, un passé douloureux. On peut pas oublier les massacres, les génocides commis contre le peuple algérien. On ne peut pas oublier 1,5 million de martyrs et plus que 9 millions depuis l'occupation française de l'Algérie. Et Macron, là, il tourne au rond. Certes, les jeunes, on a pensé qu'en tant que jeune n'est pas impliqué directement dans la guerre d'Algérie, il va être plus compréhensif, plus courageux, mais non, je pense toujours il est otage de ce cercle, de ce cercle qui pense toujours de la colonisation, de cercle nationaliste français qui ne veut pas admettre, qui ne veut pas reconnaître ces massacres en Algérie. D'ailleurs, il y a même ceux qui disent qu'on a exporté la civilisation en Tunisie, en Algérie, en Maroc, etc. Et on a construit ces pays. L'histoire est douloureuse et je pense que la France, jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, ne veut pas reconnaître ces crimes en Algérie. Oui. Kheddine Batache, vous qui avez suivi le volet économique dans cette relation entre l'Algérie ou de coopération entre l'Algérie et la France, est-ce que les nouvelles lois de l'investissement ou sur l'investissement promulguées par l'Algérie est un mal ou un bien pour les entreprises françaises aujourd'hui? Eh bien, j'allais dire, tout dépend de la position française. Ça peut être un mal comme ça peut être un bien.
Un mal si tout simplement, je me répète encore une fois, la France refuse de changer de paradigme, changer de vision économique vis-à-vis de l'Algérie et accepter tout simplement que la France puisse faire sans les peut-être privilèges qu'elle espérait ou qu'elle avait autrefois et qu'elle rentre tout simplement dans la compétition économique avec d'autres pays qui sont plus ambitieux aujourd'hui que la France pour investir, pour avoir des intérêts économiques avec l'Algérie. Monsieur Gamal Abina a parlé de colocalisation. Je rappelle, et il l'a mentionné, que l'Allemagne l'a fait avec la Pologne. On appelle ça en Allemagne un Interland, c'est-à-dire une sorte de terre avec laquelle on travaille, où on exporte des entreprises tout simplement pour colocaliser la production et se partager tout simplement les bénéfices et les biens de cette production. Et ça fonctionne très très bien dans le modèle allemand. La France, du temps de François Hollande, oui, envisageait justement d'aller vers ce projet. Mais tout simplement, que nini, encore une fois, on a eu des déclarations aériennes sur le terrain. Oui. Et non, ça peut ne pas être un bien pour la France, tout simplement parce que le temps que la France a perdu à chercher tout simplement cette relation privilégiée que l'Algérie rebute de plus en plus, et notamment dans le cadre de l'Algérie nouvelle qui ne veut plus entendre parler dans le cas de la France de ce type de relation, a perdu un certain temps. Et ce temps, tout simplement, d'autres entreprises, d'autres pays en ont profité. Je veux donner l'exemple de la Turquie, par exemple, de l'Italie, de la Chine, bien évidemment, des Américains, mais également de certains pays du Moyen-Orient, des pays du Golfe, comme le Qatar, qui promettent justement, qui font des gestes forts en direction de l'investissement productif en Algérie, y compris dans des secteurs où on n'a pas encore vu les Qataris, par exemple comme celui des infrastructures, du rail ou du transport. Voilà, donc ça peut être un mal ou un bien. Encore une fois, la balle est dans le camp de la France, et je répéterai ce qu'a dit M. Seydaoui, c'est beaucoup plus la France qui a besoin de l'Algérie aujourd'hui, et non pas le contraire. Oui. Absolument, vous faites bien de le dire. De toute façon, je pense que la politique algérienne a complètement changé de cap sur ce plan-là, puisque de toute façon, porter ou river vers des horizons plus lointains, des horizons sûrs et des partenaires sûrs, l'Algérie ne veut plus rester juste un marché pour des pays qui auraient pu lui donner un peu plus, mais qui n'ont pas eu cette volonté de le faire. Tout simplement, l'Algérie a une vision plus pragmatique, résolument pragmatique aujourd'hui en matière de partenariats bilatéraux ou même multilatéraux. Tout à fait. Monsieur Sini, le volet économique n'a pas beaucoup été abordé lors de cette visite. Est-ce que, selon vous, c'est une timidité de la part du président Macron qui n'a pas voulu, comme le disait tout à l'heure monsieur Gamal Abina, montrer qu'il était venu pour ce volet économique, pour ce volet énergétique, et non pas pour d'autres volets secondaires comme le cinéma, la culture ou la danse ou les activités musicales, vu la forte délégation qui l'accompagnait dans ce domaine. Monsieur Sini. Écoutez, j'allais vous dire, ça en est presque, j'allais dire, risible quand on voit les contours de cette délégation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut édulcorer la visite de M. Macron sous couvert d'échanges culturels, d'échanges, on va dire, musicaux, etc. Donc, c'est plus du folklore. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus regrettable, parce que nous aurions aimé voir de la part des Français, et surtout des entreprises françaises, qu'il y ait des annonces très fortes, notamment en matière de partenariat dans des secteurs hautement stratégiques, d'un point de vue technologique, d'un point de vue de valeur ajoutée. Je pense à l'industrie aéronautique, où les entreprises françaises excellent. Je pense dans le domaine de la pharma, je pense aussi dans le domaine de l'automobile, on en a souvent parlé. Et là, on n'a aucune annonce concrète. On parle notamment ici et là du numérique et du digital. Je suis désolé, mais aujourd'hui, l'Algérie a besoin de projets structurants, elle a besoin de réindustrialiser le pays et surtout d'avoir des partenaires fiables dans des secteurs qui sont à fort potentiel. Donc c'est ça dont a besoin l'Algérie. Donc si c'est pour venir et faire un petit tour voilà, à la Casbah ou à Oran, c'est pas ça dont a besoin l'Algérie. Donc c'est pour ça que le volet économique a été occulté, j'allais dire presque par du folklore, ce qui est véritablement regrettable. Et j'allais même rajouter une petite chose. Je vais vous dire, ce déplacement aura coûté plus d'argent aux contribuables français qu'il lui en aura rapporté. Et ça, il en va de la responsabilité du président Macron. Aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est que les positions algériennes sont très claires. L'Algérie est en position de force.
D'ailleurs, on voit l'ensemble des pays européens qui courent et qui se bousculent aux portes d'Alger. Et c'est une brèche qui s'ouvre aussi d'un point de vue diplomatique et géopolitique pour notre pays, pour imposer de nouvelles relations et imposer sa vision des choses dans l'intérêt suprême du peuple algérien. Oui, très bien. Monsieur Sidaoui, je reviens vers vous. Alors, des marchés perdus en Afrique, influence descendante pour la France, je dis, fiasco sur le plan militaire-sécuritaire et en témoigne de cela donc la situation au Mali et le retrait des opérations donc militaires, Serval, Barkhane en France, plutôt française du Mali. Comment se positionne aujourd'hui la France dans ce qui était appelé par le passé le précaré français? Moi, je pense que c'est devenu du passé, c'est fini. L'OTAN, le maître de temps, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont le grand mot. N'oublions pas les sous-marins australiens qui ont été changés de cap à la dernière seconde vers les États-Unis d'Amérique, qui ont arraché le contrat de la France. Ça montre la force de la France au plan international. Moi, j'ai un chiffre, selon l'FMI et la Banque mondiale, le produit intérieur brut de la France en 2030 va être le 10e au plan international. Même le Brésil va supplanter la France. Évidemment, aussi en Afrique, la France a perdu tout d'abord le Rwanda, puis le Mali, puis le Burkina Faso, des manifestations au Tchad parce que le problème de la France, comme le problème de la Grande-Bretagne, ils n'ont pas compris qu'elles sont plus des grandes puissances mondiales dominantes. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est fini. On a compris qu'il y a de nouvelles puissances mondiales. La France est en train toujours de vivre cette histoire, cette nostalgie qui se répète. On voit bien la philosophie, l'histoire, etc. C'est toujours une nostalgie à l'époque coloniale. Non, aujourd'hui, la France, quand on traite avec ces chiffres, c'est un pays qui est en train de perdre des points chaque jour sur tous les plans, sur tous les plans technologiques et scientifiques. N'oublions pas ça. On profite d'autres puissances montantes, évidemment, notamment la Chine. Que la France perd aussi sa langue. On commence au Maghreb de réfléchir et d'introduire l'anglais comme une langue dès le primaire. C'était la décision prise en Algérie cette année. Je pense que d'autres pays maghrébins vont la suivre. D'ailleurs, on a vu que aussi sur la forme, puisque Macron a agressé l'Algérie, il a parlé que la nation algérienne n'existe pas. Abdelmajid Tebboune, le président Abdelmajid Tebboune a parlé avec une arabe littéraire. Aussi, c'était écrit en arabe et en anglais, que ce soit devant M. Abdelmajid Tebboune ou M. Macron. C'est un message clair, je ne dis pas un message codé. L'Algérie est un pays souverain, est un pays fort, puissant, en plan militaire, régional, économique surtout. Donc, n'a plus besoin de la France, n'a pas besoin de la France, mais c'est la France qui a besoin de l'Algérie. Donc, M. Macron, que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez de l'Algérie? Oui, très bonne question, Monsieur Riyad Sidaoui. C'est la question que tout le monde se pose. Monsieur Gamel Abina, les pays d'Afrique, de plus en plus, ceux qui étaient dans le précaré donc de cette France-Afrique, cherchent à sortir de ce giron français et cherchent surtout des partenariats de qualité, d'égal à égal, des partenariats gagnant-gagnant, comme on le dit ou comme on aime à l'appeler. Un modèle que la France n'offre pas, hélas, de nos jours, y compris avec son partenariat avec l'Algérie. Pensez-vous que Macron réussira ce challenge à se repositionner pour séduire ceux qui ont voté pour lui? Vous savez, je vais dire une chose là. J'ai une copine qui est partie avec lui dans cette délégation, qui est députée, que je salue d'ailleurs, Sabrina Sebaï, qui fait partie d'Europe Écologie Les Verts. Et je vais lui poser la question directement de savoir ce qui a été dit en substance. Qu'est-ce qui a été négocié? Oui. La problématique que je pense être une réalité, c'est que la France est un pays de paranoïaques. Alors je m'explique. Ils ont une paranoïa sur le terrain économique. C'est-à-dire que les Français, qui ont une peur bleue de la concurrence, qui ne veulent pas affronter les concurrents directs, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils étaient en situation compliquée avec le reste de l'Europe, les Français ne veulent pas voir un partenaire comme le partenaire. Je parle d'un vrai partenaire parce qu'on n'a pas de partenaire avec la France aujourd'hui. Le partenaire, c'est quelqu'un qui travaille avec vous. C'est pas quelqu'un qui travaille contre vous ou en vous vendant des produits. Ça, c'est pas un partenaire, c'est un client.
Aujourd'hui, l'Algérie pendant des années, était un client de la France, pas un partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un qui va travailler à développer, construire, créer de l'intelligence, de la richesse, créer de la formation. Je prends l'exemple très concret d'un pays qui n'a pas ce passé colonial avec l'Algérie, l'Allemagne. Eh bien, leur partenariat, et là je parle de vrais partenaires, avec un financement des Émirats Arabes Unis, a permis de créer des véhicules fabriqués avec un taux d'intégration, donc ça veut dire avec des pièces fabriquées sur place, de 60% pour fabriquer des véhicules Mercedes-Benz. C'est des véhicules de qualité, que ce soit civils ou militaires, qui alimentent d'ailleurs le pays aujourd'hui dans des quantités importantes. Oui. On les importe plus. Et bien ce modèle-là, qui est un modèle évident, je veux dire, c'est pas difficile de dire, si on veut créer un environnement économique quand on passe par le secteur automobile, on crée tout l'environnement qui va autour de ces usines d'assemblage, à savoir les fabricants de pièces détachées. Tout cela n'existe pas. Et pour autant, cette même France fait, avec un système de Lego, c'est comme ça que j'appelle ça, fabriquer d'un côté au Maroc quelques éléments pour ADS, donc pour le secteur aéronautique. De l'autre côté, en Tunisie, finalise ces éléments. Donc, tout le monde est dépendant de tout le monde, mais le maître à bord reste le français. Et pourquoi ? Parce que la France, quand elle investit dans ces pays-là, elle détient 100% du capital de l'entreprise dans laquelle elle s'installe. Par exemple, Renault-Tanger est détenu à 100% par la maison mère, ce qui fait qu'ils bénéficient d'une franchise d'impôt pendant 5 à 10 ans. Ils ne payent pas d'impôts. Ils ont des salaires très bas puisque les ouvriers là-bas ne sont pas payés cher. Et en plus, 100% des bénéfices générés par la vente de ces produits vont dans les poches de la maison mère, Renault mère. Donc, c'est pareil pour l'Algérie. Ils ont eu ce problème-là. On a eu l'installation de Renault, une petite usine avec le fameux symbole. Mais les bénéfices devaient revenir à l'actionnaire majoritaire qui est l'Algérien à 51%. Et donc, ça leur a pas plu. Réellement, ils se sont dit, attendez, on n'est pas 100% bénéficiaire et en plus on leur donne la possibilité de pouvoir être autonome. Non, ils ont refusé. Eh bien ça s'appelle de la paranoïa économique. Parce qu'en vérité, la France aujourd'hui est en concurrence avec le reste du monde et que si elle avait des partenaires avec lesquels elle parle la même langue, avec le même objectif, la réussite commune, ce problème ne se poserait pas. Donc effectivement, la question africaine va dans le même sens. Pourquoi est-ce qu'un pays comme le Mali, qui est un pays riche potentiellement, est resté pauvre pendant 60 ans après l'indépendance ? C'est parce que les Français leur vendent de la ferraille, leur vendent des produits manufacturés, leur vendent des bus de troisième main, mais ne veulent surtout pas que le Malien soit capable de fabriquer ce qu'il a à faire. Et la relation malienne-algérienne, qui est une relation très ancienne et très forte, aujourd'hui, la France ne l'a pas perdu de vue. Elle se rend bien compte que l'Algérie peut influencer Assimi Goïta, et donc elle se dit, si il sécurise côté malien, nous garantissons nos approvisionnements côté Niger, par rapport à l'uranium. Donc c'est vous dire qu'il y a tout un tas d'abroglios qui font que les mots ne sont pas dits, mais qu'en substance, effectivement, la France cherche à séduire l'Algérie sans rien concéder. Je le rappelle, il ne concède rien aujourd'hui, cherche à les séduire. Alors sur le volet économique, pour répondre rapidement à votre question, oui. Effectivement, ils n'ont rien apporté. Il faut être très honnête. Quand on a un vrai partenariat, je prends les Chinois par exemple actuellement, ils investissent massivement en Éthiopie. On a d'immenses zones économiques spéciales qui sont construites en Éthiopie. L'Algérie, qui a même pas une heure d'avion de Marseille, qui est à 2 pas de la France en vérité, pourrait être un partenaire extrêmement puissant, mais les Français se refusent de donner les moyens d'une autonomie, d'une création de recherche et développement, par exemple. Il n'y a aucune structure qui est proposée. Ils en sont encore au stade de dire on va construire des écoles, des centres de formation. Vous vous rendez compte un peu pour un pays comme l'Algérie. Hein. Et on va revisiter l'histoire pour voir ce qui s'est passé, comme si tout le monde ne la connaissait pas par cœur, cette histoire. On en est encore à tourner en rond. On a l'impression de voir un poisson rouge qui n'a pas de mémoire et qui envoie toujours le même meuble. Et bien là, c'est pareil. Moi, je vois un monsieur Macron qui est décevant parce qu'il n'a pas de mémoire, parce qu'il dit qu'il n'est pas un enfant de la guerre. Ben, s'il n'est pas un enfant de la guerre, qu'il parle. Non, il ne le fait pas. Et ça doit nous interroger sur la paranoïa économique des Français. Je pense qu'ils ont un problème de ce point de vue-là. Oui. Alors, Kheldin Batache, quels sont les secteurs économiques français les plus touchés par ce recul des intérêts français en Algérie ? J'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup. Hein. Bien, j'ai envie de dire pratiquement tous, à commencer par l'énergie. Par le recul justement des intérêts économiques du groupe Total, rebaptisé Total Énergie depuis quelques mois déjà, et qui perd tout simplement beaucoup de son influence, une influence qu'il avait auparavant. Et bien aussi, il la perd parce que d'autres concurrents, encore une fois, reviennent en force sur le marché algérien et travaillent de concert dans un rapport gagnant-gagnant avec la Sonatrach. Il y a aussi le secteur du commerce de biens et services dont la France avait entre guillemets ou entre parenthèses un certain monopole lors des années 90 et début 2000. Elle a perdu tout simplement ce marché au profit des Chinois qui produisent mieux, moins cher et qui peuvent fournir dans un laps de temps qui est assez court. On a aussi tout simplement le volet produits semi-finis, tout simplement comme le plastique, mais même aussi dans un créneau dont tout le monde n'arrivait pas justement à
concurrencer la France. Il s'agit des produits céréaliers et laitiers. Et là, on a vu depuis quelques mois que la Russie et certains pays de l'Europe de l'Est ont pu s'immiscer dans ce marché. L'Algérie a changé justement son cahier des charges pour qu'elle puisse importer des céréales de Russie, de Lituanie ou de Lettonie également. Mais également l'Algérie cherche justement des partenaires économiques dans le secteur de l'agriculture pour améliorer son rendement en matière de production céréalière. C'est vrai qu'on en a parlé durant de longues semaines de ce problème de la dépendance alimentaire d'autres pays. L'Algérie veut en finir avec ce problème-là. Eh bien, la France avait la main. Elle pouvait aider l'Algérie. Je reprends M. Abina. Si, justement, elle se positionnait en un partenaire sérieux et fiable pour travailler la main dans le secteur de l'agriculture, c'est parce que nous avons vu jusqu'à maintenant, eh bien, la France perd le commerce, perd l'agriculture, perd l'énergie, perd l'industrie, les infrastructures, je ne sais pas ce qui lui reste, les startups peut-être, mais j'ai juste envie de rappeler à monsieur le président Emmanuel Macron que les startups, la Startup Nation à français, c'était durant le premier mandat, c'était en 2017. Oui. Donc l'on est encore une fois tourné vers le passé, un passé avec lequel on n'arrive pas justement à tirer pleinement profit ou pleinement les fruits de cette coopération algéro-française que l'Algérie, encore une fois, veut revoir. Monsieur Sni, étant donné que vous venez d'entendre avec nous les propos de Kherdin, qu'est-ce qui a rendu aussi confiant aujourd'hui la France pour qu'aujourd'hui elle se retrouve, je dirais, dans ce fiasco économique avec l'Algérie à perdre tous ses avantages? Finalement, qu'est-ce qui lui a donné autant d'assurance pour croire qu'elle pouvait rester ce partenaire fiable durant longtemps? Écoutez, ce n'est pas une légende quand on parle de l'arrogance française. Et je pense que certaines entreprises ont fait preuve d'arrogance et ont bénéficié, comme je le disais, de certaines largesses par le passé. Donc elles avaient, dans un passé pas si lointain encore, oui, des accès assez faciles au marché algérien. Et aujourd'hui, ces accès-là leur sont fermés parce que y a un nouvel exécutif, une nouvelle feuille de route, un nouveau président de la République, une nouvelle Algérie, tout simplement. Et ça, je pense que les entreprises françaises ne l'avaient pas anticipé ou ne l'avaient pas vu venir. Et aujourd'hui, elles découvrent avec étonnement les règles d'un marché concurrentiel. C'est-à-dire qu'elles se disent, tiens, c'est bizarre, aujourd'hui, on ne peut plus arriver en terrain conquis sur le marché algérien. Et c'est une très bonne chose parce que, au final, qui c'est qui se retrouve gagnant de cette situation? C'est le consommateur algérien, c'est les pouvoirs publics algériens. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne chose qui est en train de se passer. Et si ça peut remettre en question, souvent je parle de logiciel. Donc là aujourd'hui, il y a un changement de logiciel et de paradigme dans l'esprit des entreprises françaises et elles vont découvrir une concurrence saine et surtout plurielle avec d'autres pays qui sont de meilleurs fournisseurs et même de meilleurs partenaires pour l'Algérie. Je prends l'exemple de l'Italie avec lequel on a un partenariat privilégié et aussi l'Italie, il faut le savoir, c'est un très grand pays industriel avec une multitude de PME et d'ETI, des entreprises de taille intermédiaire qui peuvent apporter une véritable valeur ajoutée à l'industrie que l'on veut construire en Algérie. Après, le problème, si vous voulez, qui se pose, c'est que, et c'est ça, c'est très délicat, c'est que la conception de l'économie française est toujours politisée. Et ça, c'est un véritable problème. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de nos autres partenaires, comme la Chine, comme le Canada, comme l'Italie, la Turquie, etc. Aujourd'hui, les entreprises françaises suivent constamment la politique extérieure de leur pays. Et il faut, lorsque vous voulez vraiment mettre en place un partenariat qui soit durable, qui soit fiable et basé sur une confiance mutuelle, il faut décorréler l'économie de la politique. Et ça, en France, on n'arrive pas à le faire malheureusement. Oui. Une petite remarque à M. Sini, si vous le permettez bien, Lila. Oui, justement, et d'autant plus, j'ai envie de dire que M. Macron est un libéral convaincu. Oui. Voilà, ça veut tout dire. Monsieur Sidaoui, la visite qui intervient, comme on le disait tout à l'heure, dans un contexte où l'Europe est en train de vivre sa pire crise, et paraît-il, le pire n'est pas encore venu, sur le plan économique, sur le plan énergétique, il y a un hiver qui s'approche à grands pas, mais les préparations ne sont pas au beau fixe. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Algérie, de par sa position géopolitique, géostratégique, mais également par le fait que ce soit un pays producteur de pétrole et de gaz, fasse aujourd'hui, si vous voulez, devienne aujourd'hui le pôle de certains pays, pour ne pas dire que beaucoup de pays le convoitent?
Oui, évidemment, au plan énergétique, on a l'Italie. L'Algérie a choisi comme partenaire l'Italie pour plusieurs raisons d'ailleurs, y compris les raisons historiques, parce que l'Algérie cherche toujours, sa politique trouve toujours ses racines dans la guerre de libération, les États, les pays qui ont aidé la révolution algérienne. L'Italie a été toujours à côté de l'Algérie, même pendant la décennie noire. Donc, elle a été récompensée, mais aussi dans le système gagnant-gagnant, si vous voulez. Donc, tout le monde doit gagner. Mais avec la France a perdu clairement, comme j'ai dit, sa place en tant que premier partenaire en faveur de la Chine. Et de loin, la Chine aujourd'hui dépasse la France de loin. D'ailleurs, au plan de Nord-Afrique et de Middle East, de Moyen-Orient, l'Algérie se considère comme le troisième partenaire pour la France, mais c'est le sixième déficit au plan de balance commerciale en faveur de l'Algérie. Et les exportations françaises vers l'Algérie représentent 17,55% sur la région du Nord d'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, c'est un partenaire très 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 important pour la France, mais elle a perdu sa place aussi, comme j'ai dit, parce que le monde est en train de se changer. On a bien compris qu'il y a de nouvelles puissances, les pays de BRICS, la Chine. En 2030, va être le premier pays au monde qui a le premier produit intérieur brut dans le monde. Je veux dire, la Chine va supplanter aussi les États-Unis d'Amérique, qui est toujours, selon les chiffres du FMI et de la Banque mondiale. Donc, ce changement de monde, l'Algérie l'a bien compris. Et rapidement, je pense que c'est le premier pays arabe qui a compris le changement de monde. Très bien, Monsieur Riyad Sidawi. Monsieur Gamal Abina, au fait, j'allais poser une question pour voir un peu comment les Français perçoivent cette visite. Alors, qu'attendent les Français si tel est le cas, s'ils attendent réellement quelque chose de cette visite, donc de leur président en Algérie, la première, donc après sa réélection pour son second mandat. Est-ce qu'ils accrochent des espoirs sur cette visite et comment surtout est perçue cette visite par les médias français? Alors, bon, quand on dit les Français, je vais définir les termes rapidement. Il y a d'abord les Franco-Algériens qui ont beaucoup d'attentes parce qu'évidemment, ils espèrent qu'il y a une pacification de la relation entre la France et l'Algérie pour des raisons multiples qui vont être difficiles à évoquer maintenant. C'est une guerre qui ne passe pas, un passé qui ne passe pas, et on le ressent quotidiennement avec la montée du Front National, qui est un front anti-algérien, de façon très claire, on ne va pas tourner en rond. L'islamophobie, qui est en vérité un racisme déguisé, qui cible très souvent les Algériens, même si on ne le dit pas. Donc ces questions-là, elles sont posées par la communauté algérienne de France, qui se dit que s'il y a une pacification de la relation entre les deux pays, tout ira pour le mieux et ça va arranger évidemment la relation entre les Franco-Algériens et les Français. Ensuite, les Français de souche, lambda, de la population en général s'en fichent complètement. Ça ne leur parle pas du tout parce qu'ils sont dans d'autres problématiques. Ils sortent du Covid, il y a une crise à venir, ils la savent parfaitement présente, donc ils ne sont pas intéressés. Quant aux médias et aux politiques, alors les politiques, on a entendu une sortie du Dupont-Aignan, un homme d'extrême droite qui ne veut pas le dire, qui a une haine totale des Algériens et qui se vante d'avoir 60 ans comme la Révolution, mais qui ne veut pas demander pardon. Bon, c'est pas un homme très intelligent, on l'a bien compris. Vous avez Marine Le Pen et toute sa caste politique, dont un de ses mentors qui est à l'Assemblée a pris position contre l'Algérie indépendante. Les choses elles sont très claires dans la bouche du Front National, donc ce sont de vrais revanchards. Et eux ont un problème avec l'Algérie. Et vous avez les médias français qui sont scindés. Alors, il y a les médias publics et privés. Dans le public, ils retraitent cette visite normalement en expliquant les perspectives et les possibilités. Dans le privé, c'est plus dans le spectaculaire parce qu'ils ont mis l'accent uniquement sur l'histoire du rabbin qui a été écarté pour des raisons de Covid, a-t-il dit, et peut-être d'autres raisons, on ne le sait pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils mettent toujours l'accent sur ce qui ne va pas sur ce qui va et sur les perspectives. C'est-à-dire que la perception de la France vis-à-vis de l'Algérie reste sur le plan de la politique, je ne parle pas du tout des populations, ça ne les intéresse pas. Sur le plan de la politique, ça reste un rapport de défiance permanent, de critique acerbe, de revanchardisme. Il y a vraiment l'esprit très revanchard. On sent bien qu'il y a ce rapport de concurrence assez malsaine qui est installé. Et cette façon de dire, et je tiens à le rappeler, c'est important parce que le principal, fondamental dans l'histoire, c'est que la France, qui perd toutes ses guerres depuis 250 ans, la dernière qu'elle ait perdue, la dernière guerre qui lui a fait perdre son empire africain, c'est la guerre d'Algérie. Et cette guerre-là, ils ne voulaient pas la perdre. Et pour eux, c'est une perte de prestige. Parce que finalement, qu'est-ce qui reste de la France en termes de victoire? Napoléon, vous imaginez un peu. 1806, après ça s'arrête. Donc c'est vous dire que réellement, la France, par rapport à l'Algérie, je parle de la France politique,
et intellectuelles. Je ne parle pas des populations. Il faut bien faire une distinction. Les populations, c'est très loin d'elles, même si 10% de la population française est impactée par la guerre d'Algérie. Mais il n'en demeure pas moins que cette colère reste surtout politique et intellectuelle. Et cette colère est présente dans toutes les sphères de la société par rapport à ces questions-là, parce qu'il y a un rapport de défiance, il y a une détestation. Je vais vous donner une chose juste pour finir mon propos. Oui. Quand vous allez au tribunal, si vous êtes marocain ou tunisien et que vous êtes poursuivi, les avocats, ça c'est véridique, je l'ai vécu. Oui. Les avocats prennent le soin de préciser, non mais c'est un Tunisien, non mais c'est un Marocain, donc c'est moins grave. Quand vous êtes Algérien, là ça se passe mal. Et ça je l'ai vu systématiquement. C'est-à-dire que vraiment, à tout point de vue en termes d'institution, on a cette défiance qui existe et qui ne passe pas. Et tant que la France post-coloniale, donc macroniste, qui n'a pas fait la guerre, n'est pas en mesure de calmer les choses en ayant le courage, je parle bien de courage politique, de dire pardon, on passe à autre chose, ces problématiques resteront. Je crois que c'est le mot fatidique que les Français se refusent jusqu'à présent de dire. Kherdine, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je me tourne vers vous pour donner le dernier mot, donc la dernière réponse et la dernière intervention. Comment voyez-vous l'avenir des intérêts économiques français en Algérie? Et surtout, j'allais presque faire un petit commentaire sur le discours donc hier de Emmanuel Macron qui a parlé dans son discours, qui a évoqué le passé, où il disait que nous n'avons pas choisi le passé, nous en héritons. Alors, je voudrais avoir votre commentaire là-dessus, avant de conclure. Bien, prenons les choses les unes après les autres. D'abord, votre question. Un avenir plutôt difficile, je le vois difficile. Je vois les intérêts français continuer tout simplement à être menacés, à baisser en Algérie, à moins que les entreprises et le gouvernement français acceptent de faire dans la pédagogie, c'est-à-dire réapprendre à travailler en Algérie, réapprendre à investir, changer leur fusil d'épaule quant aux intérêts économiques algériens qui passent, on l'a dit, par la création de la richesse, la création d'emplois, les investissements productifs, tout simplement. Si les Français ne sont pas prêts, ne sont pas enclins à aller dans cette direction, je pense que la concurrence, tout simplement, sera féroce avec les autres pays, que ce soit européens ou asiatiques. Rappelons tout de même que lors du dernier sommet des BRICS, le président Abdelmadjid Tebboune a dit clairement, tout simplement, qu'il fallait changer, donc il fallait aller vers un nouvel ordre économique. Pourquoi pas, même en intégrant les BRICS. Imaginez donc la situation dans laquelle seront les intérêts français en cas où l'Algérie venait intégrer les BRICS. Pour la déclaration du président Macron, tout simplement, j'aimerais juste lui rappeler en réponse en tant que journaliste algérien que oui, l'Algérie n'a pas choisi son passé, mais la France l'a bien choisi. La France a choisi son passé. Elle peut aussi choisir l'avenir, tout simplement, en essayant d'assumer ce passé. Et cela passe par une demande justement de pardon. Et on sait tous qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement. Absolument. On n'a pas besoin de leur montrer le chemin. En tous les cas, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir regardé avec intérêt cette émission, de nous avoir prêté attention. Je vous rappelle juste avant de vous dire au revoir que nous avions avec nous monsieur Gamel Abina, journaliste et expert en questions internationales, monsieur Nazim Sini, enseignant en économie à l'université de Aix-Marseille 1, monsieur Riyad Sidawi, par téléphone, directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche d'analyse politique à Genève, et avec nous sur le plateau, M. Kherdine Batache, notre journaliste à la rédaction française. Merci.